Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à ce webinaire consacré aujourd'hui à la présentation de la mission IGS. Nous aurons le plaisir d'être accompagnés par des professionnels d'établissements de santé et du médico-social qui viendront témoigner. Témoigner, apporter leur témoignage, car nous les avons accompagnés dans l'analyse de certains événements indésirables graves survenus dans leurs établissements. Donc, nous les remercions vivement pour leur présence aujourd'hui et nous vous les présenterons dans un très court instant. Nous vous proposons de démarrer cette présentation sans plus attendre. Nous allons arriver sur le diaporama qui devrait arriver incessamment sous peu. Il est là. Il est là. Eh bien alors, on y va. Donc, hop. Est-ce que ça passe les diaporamas? Ça ne passe pas les diaporamas. Voilà. Pour démarrer, quelques mots rapidement sur le CK, puisque la mission IGS dont nous allons parler durant l'heure qui vient fait partie intégrante du CK. Donc, je pense que vous le connaissez tous, mais je me permets à nouveau ce tout petit rappel rapide. Le CK, je vous rappelle, c'est le comité de coordination de l'évaluation clinique et de la qualité en Nouvelle-Aquitaine, qui est une association qui existe depuis 1996, qui avait été créée à l'époque par les directeurs et présidents de CME du GRAPA, donc le groupe de réflexion et d'animation des hôpitaux publics d'Aquitaine. Donc le CK intervient sur les trois anciennes régions Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, devenues depuis la Nouvelle-Aquitaine. Le CK est devenu la structure régionale d'appui en Nouvelle-Aquitaine à la qualité des soins et à la sécurité des patients. Donc là, on était quelque part un petit peu en amont du décret au final de 2016 relatif aux événements indésirables graves et à la création des structures régionales d'appui. Et on va revenir un petit peu, vous allez le voir dans les diapositives qui vont suivre justement sur ce décret qui est extrêmement important pour encadrer notamment notre activité. Le CK intervient à la fois auprès des structures sanitaires, mais également auprès des structures médico-sociales, qu'elles soient privées ou publiques, que les établissements soient adhérents, mais aussi chez les non-adhérents. Juste un petit chiffre pour vous donner un petit peu un aperçu. Le CK compte aujourd'hui 262 adhérents, 157 parmi les établissements sanitaires et 105 parmi les établissements médico-sociaux. Les activités du CK sont conduites par une équipe opérationnelle de professionnels venant de différents horizons ayant des formations complémentaires et donc des modes d'action complémentaires. Et le CK est évidemment membre de la FORAP. La FORAP, je vous le rappelle, étant la Fédération des organismes régionaux et territoriaux pour l'amélioration des pratiques en santé. Voilà. Donc, juste là aussi, quelques mots d'historique sur la mission IGS. Vous allez retrouver sur ce petit graphique, alors je n'ai pas toute l'antériorité, je vous expliquerai un petit peu mon parcours. Je suis arrivée assez récemment donc, au niveau du CK et de la mission IGS, mais au final, l'accompagnement, les modalités d'accompagnement auprès des établissements pour l'analyse de leurs événements indésirables graves au niveau du CK datent déjà de 2009. Alors, l'actuelle mission IGS, à l'époque, s'appelait CRAGE, elle est devenue, donc en 2009, puis elle est devenue PRAGE en 2011. Certains d'entre vous probablement l'ont connue d'ailleurs sous cette appellation, et elle est devenue mission IGS en 2022 seulement. Pour aller un petit peu plus loin et vous montrer du coup l'étendue des analyses que la mission IGS, donc le CK plus largement, a accompagné au cours de l'ensemble de ces années, vous le voyez, au cours de toutes ces années, au total 234 analyses approfondies des causes ont pu être accompagnées par le CK au sein d'établissements,
qui ont permis l'analyse, c'est 234 analyses, de 254 événements indésirables graves associés aux soins. Vous voyez juste en dessous le récapitulatif, enfin le découpage plutôt en termes de secteur d'activité de ces événements et donc de ces analyses approfondies des causes. Sur cette petite carte également, vous voyez répertorié le nombre d'analyses qui ont été effectuées, réalisées au cours de cette même période, réparties dans les différents départements de cette belle région de Nouvelle-Aquitaine. Donc une disparité, on ne va pas se mentir, entre les départements en termes de densité, j'ai envie de dire, d'analyse, avec une plus forte sollicitation, on va le dire comme ça, de la Gironde, avec 64 analyses, une sollicitation également importante par le Lot-et-Garonne, et malheureusement des départements dans lesquels parfois, malheureusement, on n'a jamais été sollicité ou très très peu. Alors, la mission IGS, qui sommes-nous? Alors, on va vous proposer dans un premier temps la petite présentation de notre collègue, le docteur Marie Grenouillet, qui malheureusement n'a pas pu être présente aujourd'hui, et puis on se présentera en suivant. Bonjour, docteur Marie Grenouillet, je suis médecin au CK dans le cadre de la mission EIGS depuis avril 2022. J'ai plusieurs activités au sein de la mission, notamment celle d'accompagner les événements indésirables graves associés aux soins. Ma pratique de terrain, que je poursuis actuellement à temps partiel dans le cadre de la médecine interne, mais aussi des urgences et de la réanimation médicale, me permettent d'être au plus près des acteurs de soins et des environnements de qualité gestion des risques de terrain pour pouvoir analyser les événements dans des situations contraintes telles que on les connaît aujourd'hui avec la réalité de la pratique. Nous accompagnons également les professionnels de soins pour des avis téléphoniques ou dans le cadre de formation par exemple. Il est possible également d'organiser des visites sur site pour pouvoir aider à améliorer la qualité et la gestion des risques en fonction des différentes activités réalisées au sein de l'établissement. Je reste disponible en dehors des jours où je suis sur le terrain, notamment le jeudi et le week-end. J'attends votre appel. À bientôt. Je vous propose maintenant qu'on se présente avec Muriel. Donc, moi, je suis Véronique Garcia, donc chef de projet et responsable gestion des risques au CK. J'ai rejoint le CK au 1er septembre 2022. Je suis pharmacien hospitalier de formation. J'ai été praticien hygiéniste pendant 15 ans dans un hôpital public de la région lyonnaise. J'ai également un master qualité gestion des risques qui m'a permis également d'être responsable qualité et coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins dans ce même établissement, ainsi que responsable du système management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse. J'ai eu une coupure dans mon parcours puisque je suis partie travailler chez un célèbre assureur d'établissements de santé au sein de cette entreprise. J'ai été consultante en management des risques médicaux pendant 6 ans et j'ai donc rejoint CHAM au 1er septembre 2022, comme je vous l'ai dit, notamment au sein de la mission IGS, aux côtés de mes collègues, donc le docteur Grenouillet qui s'est présenté juste avant, mais également auprès de Muriel Zago, avec qui j'ai le plaisir de collaborer et à qui je passe la parole pour qu'elle se présente. Merci Véronique. Donc moi je m'appelle Muriel Zago, je suis chargée de mission CK depuis 4 ans, bientôt 5 ans. Et en fait, je suis cadre de santé, je suis spécialisée en bloc opératoire, donc je suis IBOD. Et j'ai d'abord exercé pendant une dizaine d'années dans le secteur privé, dans les cliniques privées de la région toulousaine. Puis j'ai intégré le CHU de Toulouse, où j'ai fait ma formation d'IBOD. Et depuis une vingtaine d'années, j'ai intégré le CHU de Bordeaux, toujours dans les blocs opératoires. Et depuis donc 5 ans, CK, où j'ai eu la chance d'être formée au DU de gestion des risques en établissement de santé à Angers, tout simplement.
Voilà. Et donc, j'accompagne les équipes avec mes collègues sur les événements indésirables graves, dont on va vous préciser un petit peu le périmètre. Alors, déjà, une première diapo sur laquelle on ne va pas s'appesantir. Hop, voilà, on y arrive. Mais c'était simplement pour remettre le cadre et ça fera le lien, on y reviendra à la fin de cette présentation. Il y a eu quelques questions, hein, on s'est gardé un temps, ce que j'ai oublié de préciser, oui, on s'est gardé un temps à la fin de cette présentation pour essayer de répondre aux questions que vous avez pu formuler en vous inscrivant. Donc, notamment, il y a eu quelques questions autour de la définition des événements indésirables graves associés aux soins. Donc, voilà, on vous a remis les définitions officielles dans les diapos qui viennent. J'en profite également pour vous dire que n'hésitez pas, s'il y a des questions qui surviennent au cours de cette présentation, vous pouvez nous les poser aussi en direct via l'onglet où vous devez avoir un point d'interrogation, un question. Surtout, n'hésitez pas, j'ai ouvert l'ordi, j'ai accès à votre question, donc ça peut venir également étayer la discussion de cette fin de présentation de webinaire. Donc, je reviens à ces définitions qui vont suivre dans les 3 diapositives à venir. Je ne vais pas toutes vous les détailler, c'est pas l'objet. Néanmoins, il y a quelques petits points qui sont nécessaires et qui me permettront encore une fois de répondre à un certain nombre de questions que vous avez posées en amont de cette présentation. Déjà, quel est le cadre de la définition des événements indésirables graves? Le décret numéro 2016-1606 du 25 novembre 2016, c'est vraiment notre Bible, entre guillemets, c'est la référence à laquelle se reporter dès qu'on a une question en la matière. C'est le dernier texte en vigueur. Donc là-dessus, vous retrouvez dans l'article R 1413-67 la définition de ce qu'est un événement indésirable grave associé aux soins, à savoir donc que c'est un événement inattendu dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital et la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent. Donc ça, c'est vraiment un article qui est extrêmement important. Je vous ai remis en dessous également l'article du même décret qui fixe le cadre de la déclaration de ces événements indésirables graves associés aux soins. Autre point important qu'on vous a remis ici, parce que là aussi on a eu une petite question en amont de cette présentation, en lien avec la prolongation de l'hospitalisation. Est-ce qu'il faut en tenir compte dans la définition d'événements indésirables graves ou pas? Vous voyez la définition du décret et celle que je viens de vous citer. En revanche, il est vrai que dans l'étude ENEIS 3, qui a été menée en 2019, cet item avait été pris en considération, il avait été choisi de l'étudier pour savoir s'il fallait aller plus loin dans la définition des événements indésirables graves ou pas. Donc voilà pourquoi je vous ai remis ce cadre. Dans cette diapositive suivante, là, je vous ai repris les éléments du guide FORAP HAS qui porte sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins, donc qui date de 2021, notamment par rapport à ce focus. Vous retrouvez exactement les mêmes items qu'on vient de voir juste sur la slide précédente. En revanche, là aussi, ça répond, je pense, à une des préoccupations qui avait été émise qui nous avait été soumise dans les questions en amont de cette présentation, par rapport notamment aux ESMS. Donc, effectivement, par rapport aux ESMS, un événement indésirable associé aux soins répond à plusieurs critères et notamment, il peut s'agir d'actes associés aux actes de soins et d'accompagnement. Donc voilà, c'était un point de précision supplémentaire. Si vous avez des questions, on pourra y revenir peut-être de manière un peu plus détaillée à la fin de cette présentation. Mais on va essayer d'avancer parce qu'on aimerait vous parler de beaucoup de choses et pour tenir dans l'heure, il faut qu'on puisse avancer. Également, un autre point, c'est toujours pareil, ce sont des références auxquelles vous pourrez revenir si vous souhaitez aller plus loin. Donc, un arrêté qui est extrêmement important, c'est celui du 28 décembre 2016 qui est relatif à l'obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales. Donc là, cet arrêté vous précise la nature de tous les dysfonctionnements graves et des événements qui doivent être déclarés aux autorités administratives compétentes. Alors, si on rentre un peu plus dans les rôles de la mission IGS aux côtés des établissements,
et structures du sanitaire et du médico-social, eh effectivement, j'ai envie de dire que la première mission qui englobe finalement toutes les autres, c'est de pouvoir vous fournir un appui méthodologique et une expertise métier lorsque vous avez besoin d'être accompagné, notamment au cours des analyses approfondies des causes d'événements indésirables graves associés aux soins que vous menez dans vos établissements avec les professionnels. Nous pouvons également vous accompagner parfois dans la mise en place et le suivi des plans d'action de manière systématique. On vous recontacte après, quelques mois après une analyse, un accompagnement d'analyse approfondie des causes pour voir où vous en êtes de vos plans d'action et peut-être même vous fournir de l'aide si nécessaire. Nous pouvons intervenir évidemment au cours de formation ou de formation action autour de la promotion du signalement et du rôle, de l'impact de l'analyse de ces signalements. C'est pas le tout de déclarer un événement indésirable ou un événement indésirable grave associé aux soins, mais il faut comprendre ce qui s'est passé et en tirer les enseignements nécessaires. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie, Muriel? Je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses. Ensuite, évidemment, on tire un peu des leçons, j'ai envie de dire, des enseignements de ces analyses. Et par ce biais, donc, on peut vous mettre à disposition, et on en reparlera à la fin de cette présentation, notamment à travers le site internet du CK, dans l'onglet spécifique de la mission UIGS, tout un tas, on vous met à disposition tout un tas de fiches, retour d'expérience, réflexes, qui peuvent là aussi vous aider lorsque vous travaillez sur une problématique, lorsque survient malheureusement chez vous peut-être un événement indésirable en lien avec une thématique particulière. Donc voilà, et puis on travaille en collaboration également avec le REVA et voilà, et l'ARS, mais en toute confidentialité. J'avance parce que je vois que le temps passe. Cette diapositive, juste pour vous montrer qu'on ne travaille pas seul. En fonction effectivement des thématiques, on peut être amené à travailler avec certaines autres structures régionales d'appui, comme l'OMEDIP, comme le Centre de pharmacovigilance, comme le CEPIAS quand il s'agit d'infections. Voilà, là c'est juste pour vous montrer très rapidement toutes les relations potentielles qui peuvent gérer nos interactions. Alors, comment solliciter l'équipe de la mission IGS? Donc, à ce jour, l'équipe peut intervenir donc, sur sollicitation directe des établissements, des professionnels de santé, enfin, des responsables dans le secteur sanitaire, le secteur médico-social et l'ambulatoire. Donc, ça peut être une sollicitation directement par les établissements ou sur conseil de l'ARS au moment de la déclaration des volets 1. L'ARS peut conseiller aux personnes qui ont déclaré de faire appel à nous, qui sommes donc cette structure d'appui et de soutien qui venons en appui et en soutien. Mais nous pouvons aussi être sollicités sur une mission express de l'ARS directement. Ça peut arriver aussi. Donc ça, c'est important de le savoir. Il est aussi important de préciser notre fonctionnement en termes de confidentialité, parce que ce qui est important de savoir, c'est que lorsque des professionnels font appel à nous, les échanges de documents potentiels, enfin qui vont avoir lieu, puisque il va y avoir des échanges de documents, ils se font dans une stricte confidentialité et uniquement entre nous, les membres de la mission, c'est-à-dire les 3 personnes qui nous sommes présentées et la personne, le référent de l'établissement qui a fait la déclaration et qui nous sollicite. Et en aucune manière, ça ne va vers d'autres structures ou vers d'autres tutelles. Donc ça, c'est une question qui inquiète souvent et donc c'est très important de revenir là-dessus. Par ailleurs, donc il existe une charte de collaboration que nous avons souhaité réaliser, que nous vous remettons systématiquement, où on explique bien les clauses de confidentialité, les notions de RGPD, etc. Et si vous avez des questions, on pourra y revenir. Par ailleurs, nous avons donc, si nous travaillons de manière, j'ai envie de dire, indépendante avec les tutelles, nous avons par contre une obligation de signalement de situations exceptionnelles qui pourraient correspondre à une mise en jeu avérée de la sécurité des patients. Évidemment, si on voit des choses qui nous paraissent dans ce cadre-là, nous avons le devoir de le signaler. Jusqu'à présent, lorsqu'il y a un signalement, ça se fait toujours avec l'accord des responsables et en toute transparence avec les professionnels de santé qui nous ont sollicités. Voilà, donc ça c'est très important de le préciser. Merci. Alors, très rapidement, le bilan d'activité de l'année 2022, pour vous expliquer un petit peu le périmètre.
Donc, nous avons participé à l'analyse de 25 analyses approfondies des causes d'événements indésirables graves, donc AAC, analyse approfondie des causes, 15 dans le médecine chirurgie obstétrique, 6 dans des établissements de santé mentale qui soient publics et privés, 4 en ESMS, donc 3 en EHPAD, 1 en foyer de vie. Ce qui est important, je pense, à préciser, ce qu'il y avait aussi des personnes qui travaillent dans les soins primaires, une sage-femme et un laboratoire de biologie médicale qui ont participé à cette analyse. Et ce qui est important de préciser, c'est que les analyses ont un petit peu changé récemment, avec notamment des analyses en lien avec des événements indésirables graves qui ont survenu dans le cadre de transferts inter-établissements. Il y en a souvent, il y en a de plus en plus, ça c'est quelque chose de nouveau, et donc qui implique plusieurs établissements de toute la région et même parfois extra-régionaux. Donc ça c'est important. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que c'était des situations, parmi ces 25 AC, donc il y en a 8 qui concernaient les transferts inter-établissements et 9 qui concernaient des situations d'urgence, donc 2 en pédiatrie et 7 en MCO, ce qui est quand même important. Quelque chose qui n'est pas marqué mais qui est important de préciser, c'est que les incidents analysés avaient aussi comme facteur latent très régulièrement des problématiques en lien avec des problèmes d'informatique, du système informatique et de logiciels qui n'étaient plus paramétrés ou qui étaient obsolètes. Voilà pourquoi je te laisse continuer. Voilà, et en plus des 25 analyses, il y a ce qu'on appelle des accompagnements, c'est-à-dire des avis pour la complétude des volets 1 ou des volets 2 et toutes sortes de différents conseils et appuis qui ont d'autres formes, voilà, sous la forme d'avis divers et variés. Et de formation, voilà, je te laisse. Et juste pour compléter, effectivement, également des accompagnements qui ont pour aider les établissements à déterminer est-ce qu'il s'agissait vraiment d'un EIGS ou pas. Voilà. L'identification voilà, de l'événement. C'est vrai que là aussi, vous pouvez tout à fait nous solliciter dans ce cadre-là pour vous aider à cette identification et savoir on déclare pas, etc. Et effectivement, on en parlera pendant les questions. C'est parfois pas évident de savoir s'il faut déclarer, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est grave, pas grave, associé aux soins ou pas. Voilà. Alors, on va céder la parole maintenant à Madame Croiset, qui est directrice de la Maison Saint-Martin à Lérac et qui nous fait le plaisir de bien vouloir nous expliquer aujourd'hui voilà, comment s'est passée l'intervention de la mission EIGS au sein de son établissement. On vous laisse la parole, Madame Croiset. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, Marion Croiset, directrice d'un établissement Coriandre dans le Lot-et-Garonne. J'ai fait appel au CK donc très récemment en fait suite à la survenance de 2 EIG très proches dans le temps. Donc on était vraiment dans une démarche en fait de compréhension et de questionnement sur nos pratiques. Donc le CK est intervenu la semaine dernière, donc c'est très frais. Donc effectivement dans le principe, donc nous on fournit tous les éléments au CK pour qu'ils puissent analyser en fait la situation en amont de leur visite. Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est en fait, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'ouvrir complètement, voilà, nos dossiers simplement. Il y a toujours une petite appréhension, mais je voudrais souligner en fait le côté très bienveillant en fait de l'approche, puisque voilà, on a vraiment une étude approfondie des dossiers, sans jugement, mais de manière très objective. Ce que j'ai apprécié notamment au moment de l'accompagnement en présentiel, c'était la vision globale qui était apportée et qui est aussi d'ailleurs liée à cette prise de recul qui est nécessaire lorsqu'on doit analyser un EIG où il peut y avoir d'autres éléments qui rentrent en compte. Mais du coup, cette prise de recul et cette vision globale permettent justement une meilleure analyse. Lors de la venue en fait du CK, donc on avait réuni différents professionnels de l'établissement, tous métiers confondus, pour avoir vraiment une vision d'ensemble de la prise en charge qui avait été réalisée. Ce qui a été intéressant déjà, c'est que chacun a pu s'exprimer dans le cadre de son métier. Une très bonne démarche, je dirais, pour l'acculturation à l'approche de qualité en fait des collaborateurs et notamment avec justement pour ancrer encore ce message davantage encore qu'il n'est, c'est de se dire un EIG associé aux soins,
Voilà, c'est quelque chose. Alors, j'allais dire c'est quelque chose de positif. Je vais me reprendre, mais en tout cas, la déclaration est quelque chose de positif derrière qui va nous amener à une amélioration de nos pratiques, à une réflexion, à donner du sens. Et ça, c'est quelque chose qui a été très apprécié au niveau des équipes puisque j'ai eu des retours très positifs après la réunion. Et suite à cette réunion, donc voilà, je pense qu'on fera la promotion auprès de nos collègues de cet accompagnement qui nous a beaucoup apporté. Merci beaucoup, Madame Croiset. C'est très gentil. Merci pour votre retour. Je vous propose de continuer par un deuxième témoignage. Hop. Alors, si j'y arrive. Merci. Donc, le docteur Pin, qui est président de la CME du Centre hospitalier Nord de Sèvres, ne pouvait malheureusement pas être avec nous en direct aujourd'hui, mais il nous a fait le plaisir d'enregistrer une intervention que je vous propose à présent de visionner. Alors, j'espère que ça va fonctionner. On réessaye. Bonjour, Frédéric Pin, président de la CME du Nord de Sèvres. Ma première rencontre avec le CK a été en 2017 avec le docteur Léculé. C'était pour une analyse d'une situation un peu compliquée pour laquelle nous avions demandé une aide externe. Ça nous a permis d'une étude plus tranquillisée du problème. Ça nous a permis de remonter aux causes, et ça dans un climat de sérénité qui a permis aux gens de comprendre qu'une étude qualité n'était pas une recherche des gens fautifs, mais une recherche des problèmes qui avaient engendré une erreur ou pas d'erreur. Il peut y avoir des événements indésirables, c'est sans erreur humaine, ça peut être multiples causes, problèmes de communication, des problèmes d'information, des problèmes d'organisation. Donc, cette première étude qui a été suivie de plusieurs nous a permis d'apprécier cette participation, hein, ce qui a permis d'augmenter ce qui était notre point faible, c'est-à-dire la déclaration des événements indésirables. Parce que à partir du moment où les études ont permis de mettre en place des actions, que ces actions ont permis aux équipes de voir qu'il pouvait y avoir des solutions à des événements qui peuvent être graves et pour lesquels il est possible de mettre en place des protocoles, des procédures. Voilà, ça a été une chose très positive. Alors avant les analyses, je participe parce que je participe à la constitution de l'étude chronologique des événements. Pendant l'analyse, je peux apporter la connaissance du terrain. Et après l'analyse, je suis de nouveau sollicité pour la mise en place des actions et pour leur évaluation. Donc, voilà, c'est très positif. À chaque fois maintenant qu'on a un problème où on sent qu'il va y avoir une tension pour l'étude ou des problèmes complexes qui font intervenir plusieurs établissements, n'hésitons pas à faire un appel au CK. Voilà, donc nous avons pu ainsi structurer nos analyses. Nous avons des réunions une fois par mois en commission de gestion de risque, une fois par semaine en bureau de qualité, une réunion de management tous les 15 jours en commission des usagers. Et puis, à la suite de ça, par exemple, je mets en place au niveau des urgences une série de protocoles et procédures pour améliorer la prise en charge et éviter la survenue d'événements. Et le premier qu'on vient de
de mettre en place, c'est un protocole pour la prise en charge des AVC en lien avec l'UNV de Niort. Voilà ce que je peux dire de l'apport du CECA pour notre hôpital. Voilà. Merci beaucoup à nouveau, Dr Pin, pour ce témoignage, et on en profite pour remercier également Madame Abdou, ingénieure qualité au CH Nord de Sèvres, qui a contribué à le bon enregistrement de cette vidéo, qui devait être présente avec nous et malheureusement a été appelée par d'autres fonctions. Mais en tout cas, on les remercie tous les deux vivement de nous avoir partagé ce témoignage. Et qui est en train d'analyser un événement indésirable. Tu as raison, c'est exactement ça. Avec son équipe et avec toute l'équipe de l'hôpital. Exactement. On va maintenant donner la parole à Madame Le Marchal, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour apporter son témoignage en tant qu'ingénieur qualité, cette fois-ci au centre hospitalier de Niort. Bonjour, je suis accompagnée aujourd'hui de Martine Delorme, qui est notre praticien coordonnateur de la gestion des risques. C'est vrai que nous, au CH de Niort, ça fait quelques fois qu'on fait appel au CECA pour des analyses d'événements indésirables graves associés aux soins. C'est surtout sur des situations, comme le disait Dr Pin, qui concernent plusieurs établissements ou bien plusieurs services de notre établissement et pour lesquels on juge qu'il est nécessaire d'avoir quelqu'un d'extérieur à l'établissement pour pouvoir prendre du recul sur la situation et nous éclairer un petit peu. On fait aussi appel au CECA dans des situations où on juge qu'on n'a pas forcément l'expertise en interne pour conduire les analyses approfondies, parfois sur des spécialités où on n'a pas l'expertise en interne et où il nous faut quelqu'un d'extérieur. Donc, on prépare la chronologie des faits avec le CECA, puisqu'on envoie tous les documents en amont. On fait le point ensemble s'il manque quelques informations. Pendant l'analyse, eh bien, un tour de table est fait à la fois par les personnes présentes du CECA et puis par les participants aux analyses. Ça permet de savoir qui fait quoi et quelles sont les fonctions qui sont présentes, d'identifier les expertises des uns et des autres, et puis de poser un climat de confiance également, puisqu'il est répété à chaque fois que tout est anonymisé et que l'objectif est de pouvoir déterminer un plan d'action et de partager ce plan d'action peut-être avec d'autres établissements aussi par la suite. Ensuite, le CECA nous fournit une proposition de compte-rendu qu'on peut modifier si toutefois il y a eu des choses qui n'ont pas été comprises pendant l'analyse ou si on s'est mal exprimé. Et puis, on a un diaporama qu'on peut fournir aux équipes en guise de compte-rendu avec à chaque fois l'identification des causes, le résumé de l'événement indésirable et le plan d'action. Donc, c'est vraiment très complet et pour nous, ça nous aide beaucoup sur après le suivi de l'après-événement indésirable. Ce qui est appréciable avec le CECA, c'est qu'on peut échanger sur les difficultés qu'on rencontre dans les services. On peut vraiment planter le contexte de la survenue de l'événement sans qu'il y ait de jugement ou sans qu'il y ait de déformation de ce qui est dit pendant la réunion. C'est vraiment fait de façon bienveillante et c'est pour ça qu'on n'a aucun problème à travailler avec le CECA. Merci beaucoup, Madame Le Marchal, pour ce témoignage qui nous va droit au cœur. Si vous permettez. Merci, Madame. Oui. Juste, j'ai particulièrement apprécié, bien sûr, vos interventions aux différentes analyses, mais surtout la qualité du compte-rendu et la précision quant aux écarts aux bonnes pratiques et au plan d'action. C'est pas forcément énoncé aussi clairement au moment de l'analyse, mais c'est clairement écrit sur le compte-rendu et j'ai fortement apprécié que ce compte-rendu soit clair, net et précis par rapport aux bonnes pratiques. Je ne sais pas si je suis claire. Tout à fait clair. Vraiment, on vous remercie de ce retour.
parce Merci, Madame que Delorme, ça nous touche beaucoup. et effectivement, il y a tout un travail, il y a eu un compte rendu qui a évolué dans sa forme. Je pense que tu peux en Voilà, parler c'est mieux, le fond et la forme. J'ai Voilà. trouvé ça parfait. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Je- Merci beaucoup, Pour nous, Madame c'est un Delorme. modèle. On n'est pas aussi performant dans nos comptes rendus, mais ce que je veux ajouter, c'est que les choses sont peut-être pas clairement dites au cours de l'analyse, parce que l'objectif étant de libérer la parole, de faire Exactement. sentir les écarts aux bonnes pratiques, mais sans vraiment le dire. Or, au niveau du compte rendu, les écrits sont clairs, nets et précis. Alors, Voilà. merci encore une fois pour ce retour. Je pense que vous touchez un point extrêmement important. Il y a tout un travail en retour d'établissement que nous faisons au sein de l'équipe, et notamment Muriel, ça voilà, j'en profite, voilà. Toutes les trois. Mais toutes les trois, en Toutes les tout trois. cas, il y a un gros travail de rédaction pour veiller à essayer de retranscrire la parole des uns et des autres, de remettre en lien avec les recommandations à chaque fois qu'on constate un écart, de vous proposer des actions en lien qui soient compréhensibles, et c'est pour ça qu'il y a un travail pour vous remettre à chaque fois en lien l'action avec l'écart, le facteur latent qui a été identifié au cours de l'analyse. Donc c'est vrai que merci beaucoup, c'est un gros travail, mais néanmoins c'est un travail qu'on estime nécessaire justement pour faciliter l'appropriation par l'établissement de ce compte rendu. Donc voilà, je pense que ça nous démontre effectivement que ce travail est nécessaire et apprécié. Donc c'est un point important, ça nous engage à continuer de la sorte. Voilà. Oui, merci beaucoup. Ça nous encourage Vraiment, effectivement à une, comment dire, parce que justement ces comptes rendus sont parfois un petit peu remis en question. Est-ce Oui. que ça a un intérêt de passer autant de temps pour dire tout ça? Donc oui, Ah c'est non, très important, Madame Delorme, de nous dire ça. C'est vraiment un modèle parfait. Enfin, c'est ce que je pense personnellement. Je me suis pas entretenue avec Camille, mais Ah bah nous, pour faire les volets 2, c'est facile, hein. On fait copier-coller dans les bonnes cases du modèle de l'ARS. totalement exploitable et clairement édicté. Et les écarts aux bonnes pratiques sont clairement énoncés, ce que j'apprécie aussi beaucoup. Alors l'idée, c'est pas non plus que ce soit un exercice de rédaction, mais c'est surtout, est-ce que ce document est utilisé pour ces actions d'amélioration? Est-ce que c'est un support qui vous est utile d'un point de vue opérationnel? Ça, c'est très important en fait. L'idée, c'est pas uniquement que ce soit voilà, dites-nous. L'idée, c'est vraiment ça, que vous en serviez. Et d'autant plus maintenant, puisqu'il y a un support PowerPoint, un diaporama, Oui, ça pour pouvoir faire des rétextes, pour pouvoir en prendre prendre ce dont vous avez besoin et faire diffuser, parce que vraiment l'idée c'est de le partager et d'en faire quelque chose de constructif. Ouais, c'est ça la question. Là, dans ce diaporama, il y a tout finalement, puisque tout est anonymisé déjà, donc ça nous facilite grandement la présentation de l'événement. Ensuite, on y trouve les écarts, mais écrits de façon factuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement derrière les écarts. Et puis, le plan d'action de façon simple, par thématique. Donc, non, il est très bien, il est facile à utiliser. Et c'est plus simple qu'une grille alarme qu'on déroule sous format Word où on a l'impression de défiler sans cesse. Donc, le format diaporama, non, il est très bien. Bon, bah super. Merci. Merci beaucoup pour votre retour. Voilà, c'est un point effectivement important parce qu'encore une fois, comme on vient de le dire, l'idée c'est vraiment que vous puissiez vous approprier le support, le réutiliser pour faire des retours d'expérience au sein des établissements et vous aider bien sûr à la complétude du volet 2, bien sûr. Donc voilà, tant mieux. On est contente, c'était l'objectif et celui-ci est atteint. Merci encore pour votre retour, mesdames. Je vous propose de continuer cette présentation et peut-être que vous pourrez, si vous avez le temps de rester avec nous, compléter nos propos. Donc, comme on vous le disait au début, certains d'entre vous ont posé des questions en amont, justement, lorsqu'ils se sont inscrits à ce webinaire aujourd'hui. Donc, on vous les a mises là sur ce diaporama telles qu'elles ont été posées. La première question, est-ce qu'un événement indésirable grave nécessite forcément une déclaration à l'ARS?
Je crois que tout est dit dans le décret dont je vous ai parlé sur la diapo 5. Pour ça, on vous a remis systématiquement les références sur les diapositives. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, on ne va pas forcément tout repasser en revue, mais allez, on y retourne hein, sur la diapo 5. Donc, s'il est grave, voilà, la définition, voilà. La définition, elle est là. Hein, donc, effectivement, événement indésirable grave, dès que on constate le décès du patient, la mise en jeu de son pronostic vital, si elle a survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent. Vous voyez, juste en dessous, l'article suivant nous dit que tout professionnel qui constate un événement indésirable grave associé à des soins doit le déclarer au directeur général de l'ARS. La notion d'événement aussi, hein, si je peux me permettre, en fait, ce qui fait la différence, c'est que s'il était inattendu, hein, c'est ça qu'il faut vraiment reprendre, c'est l'événement est inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne. Alors oui, effectivement, parfois, ça peut être compliqué de juger si est-ce qu'il était vraiment inattendu ou pas, est-ce que la pathologie de la personne a fait que il allait décéder. Donc moi, les conseils que l'on donne en général, c'est de dire qu'il vaut mieux déclarer. Hein. Après, lorsque cette déclaration est au niveau de l'ARS, elle est analysée au niveau le volet 1 est analysé et on pourra voir s'il y a des suites à donner, etc. Ensuite, nous, hein, au sein de la mission, on est là pour vous aider dans ces déclarations. Donc, s'il y a un doute, n'hésitez pas, il faut en parler, etc. Et ça peut vous aider. Idem, la notion de prolongation de l'hospitalisation, ça peut être intéressant de le déclarer. De la même manière que, encore une fois, sur la diapo, on voit que des EPR, hein, des événements porteurs de risques, sont souvent encore plus intéressants à analyser, bien que ce ne soit pas forcément obligatoire dans la définition. Pourquoi? Parce que déjà, le côté émotionnel du fait que la conséquence n'a pas été forcément un décès ou qu'il n'y a pas eu de conséquences pour le patient, peut amener à des réunions beaucoup plus sereines et qui amènent des actions d'amélioration corrective qui sont préventives. Donc oui, on n'est pas forcément obligé de déclarer tous les EIGS et on peut être amené à déclarer, hein, on vous invite à déclarer, à analyser surtout les EPR, les éléments associés aux soins. En fait, il n'y a rien de vraiment, comment dirais-je, il ne faut pas être trop formalisé ou être à cheval sur ces définitions. L'idée, surtout, me semble-t-il, c'est que ces signalements donnent lieu à des réunions, à des rencontres pluridisciplinaires, qu'elles donnent lieu à des analyses et qu'elles donnent lieu à des plans d'action d'amélioration. C'est ça qui est important, en fait. Peu importe savoir si c'est la bonne définition, etc., c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est on se réunit, on parle et on a des actions d'amélioration. Ça donne du sens. Par les temps contraints actuellement, on a beaucoup de mal à se réunir, il y a plein de difficultés, mais ça donne du sens parce qu'on fait de la sécurité. La sécurité, c'est une des parties de la qualité, hein, ça fait partie intégrante de la qualité. Donc, à partir du moment où on fait la sécurité, c'est-à-dire la gestion des risques, on fait de la qualité, on est sûr d'en faire. Et ça, quand on fait de la qualité de travail, on fait de la qualité, enfin, ça donne la satisfaction aux soignants. Voilà, le fait de faire de la qualité, on ne se trompe jamais. Parce que je te laisse la parole. Non, mais je pense que tu as dit beaucoup de choses. Après, je ferai juste un lien avec aussi bien la certification dans le sanitaire que l'évaluation dans le médico-social. Vous savez tous aussi bien que moi qu'effectivement, ce sont des critères impératifs. Hein, tout ce qui tourne autour du signalement des événements indésirables, de l'analyse en pluridisciplinarité, en collectif de ces événements indésirables, ça rentre dans maintenant les critères impératifs qui sont demandés aux établissements et les EPR ont été rajoutés dans le référentiel de certification V 2023 des établissements sanitaires. Et comme le disait très justement Muriel, je pense que parfois pour démarrer une démarche qui a un petit peu du mal, qui est un peu stagnante au sein d'un établissement, que démarrer par un signalement d'événements porteurs de risque et l'analyse de cet événement porteur de risque permet un petit peu de prendre un peu du recul et de montrer aux équipes combien il peut être profitable, intéressant d'analyser cet événement-là et d'en tirer des actions d'amélioration en suivant. Donc effectivement, je pense que voilà, on a essayé de résumer un petit peu. Là, tu as même fait le lien sur plusieurs questions qui avaient été posées par certains d'entre vous. Donc encore une fois, la première, est-ce que l'événement indésirable grave nécessite forcément une déclaration à l'ARS?
vers qui se rapprocher si nous avons un doute pour qualifier l'événement indésirable d'événement indésirable grave. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas, soit vous déclarez et puis il y a ce tri entre guillemets ou en tout cas cette requalification potentielle qui peut être faite au niveau de l'ARS, mais nous sommes à votre disposition pour vous accompagner, vous aider si besoin à qualifier cet événement indésirable, et puis à évoquer la prolongation de la durée de séjour. Alors oui, alors tu l'as évoqué, c'est vrai que quand on a eu cette question, la prolongation de la durée de séjour est-elle un marqueur fiable d'analyse des événements indésirables graves associés aux soins? On est un petit peu déstabilisé par le terme marqueur. C'est vrai que comme on l'a dit, c'est un élément qui avait été pris en compte dans ENEIS 3. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on a répondu à votre question? En tout cas, marqueur fiable, on est un petit peu désemparé. Si vous êtes parmi nous et que vous voulez préciser, n'hésitez pas, encore une fois, voilà. En fait, il me semble que la question, c'est pas tellement la définition. Hein, en fait, la question, c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire, si vous jugez que cette problématique de prolongation de durée de séjour, elle peut donner lieu à elle est récurrente dans votre établissement, elle a donné lieu à plusieurs événements, il serait intéressant de voir ce qui se passe, que ça donne lieu à une réunion pour analyser, pour comprendre et surtout pour agir. Ben oui, il faut y aller, il faut déclarer et il ne faut pas hésiter. De toute façon, la démarche déclarative, elle est largement, comment dirais-je, valorisante, valorisée. Donc, il vaut mieux faire et voir se tromper. Et de toute façon, on ne se trompe pas, je pense, en se réunissant et en parlant de la sécurité des soins. On ne se trompe jamais, d'accord, quelles que soient les problématiques de définition. Ce n'est pas ça qui est important. C'est tout ce qu'on en fait, en fait, me semble-t-il. Oui, parce que l'analyse peut aussi se permettre de dire, non, au final, on avait cette idée en amont et au final, ça n'est pas un vrai problème, en tout cas en ce moment. Oui. Donc voilà, de toute façon, l'analyse, c'est une bonne démarche qui permet là aussi peut-être de faire le tri et de se prononcer sur une problématique voilà, à un instant T. Voilà. Question suivante, rappelez quels sont les événements à déclarer sur la plateforme, point d'interrogation, exemple sur dosage de morphine. Alors encore une fois, dans la diapo 6, on a essayé de vous référencer dans les diapos 5, 6, 7, vous avez un certain nombre de définitions, avec les textes réglementaires dont sont issues ces définitions. On vous a listé aussi tous les événements qui doivent être déclarés en établissements sociaux, médico-sociaux. Donc voilà, on vous laisse vous y référer. Quant à l'exemple qui est notifié sur dosage de morphine, en l'état, ça nous est difficile de nous prononcer, ce qu'il faut déclarer, pas déclarer, il faut essayer d'aller plus loin. Voilà. Moi, je dirais spontanément, pourquoi pas, mais quelles conséquences? Est-ce qu'il y a eu un décès? Est-ce qu'il y a eu un décès? Est-ce que c'est un EPR? Est-ce que c'est un EPR? Et c'est très bien, et à ce moment-là, pareil, c'est très bien, ça permet de creuser sur ces pratiques et d'analyser pourquoi on est arrivé au surdosage. En tout cas, il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de liste toute prête. Vous avez des grands titres, comme on l'a vu sur les définitions. Et après, comme disait Muriel, chez vous, s'il y a une problématique particulière et que c'est un EPR, mais ça peut être tout à fait intéressant d'aller plus loin, de le déclarer et d'analyser. L'idée étant encore une fois, l'intérêt de la déclaration, c'est pas la déclaration, pour avoir un nombre de déclarations important. Non, il vaut mieux en faire peu et les faire de façon constructive et qu'elles aient des répercussions sur l'activité, positives sur la sécurité, plutôt que de déclarer tout et n'importe quoi. Hein. L'idée, voilà, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on fait de ces... C'est ça, et de rien en faire après. Voilà, donc est-ce que ces surdosages sont récurrents? Est-ce que ça a généré des conséquences graves? Si ce n'est pas le cas, quel intérêt? Voilà. Donc, on est d'accord. La question suivante, on l'a déjà abordé. Tous les événements indésirables graves associés aux soins doivent-ils être déclarés sur la plateforme de l'ARS? Si vous reprenez la définition stricto sensu, oui. Maintenant, voilà, on ne revient pas sur tout ce qu'on vient d'évoquer ensemble. Mais sachez-le, effectivement, reprenez les définitions, regardez au vu de votre situation tout ce que vous pouvez déclarer et surtout ce que vous allez en faire derrière et analyser en pluridisciplinarité, c'est extrêmement important. Les soins sont moins nombreux dans le médico-social que dans le sanitaire. Le terme d'EIG couvre-t-il aussi les EI en lien avec l'accompagnement? Donc là aussi, on vous renvoie vers ces fameuses diapos de définition et notamment, effectivement, les EI en lien avec l'accompagnement rentrent dans la définition des EJE pour peu qu'il y ait, toujours pareil, décès, mise en jeu du pronostic vital,
ou déficit, merci, fonctionnel permanent. Voilà. Question suivante. Les retours des patients et familles correspondent à cette nouvelle mission du comptoir qualité et justifient de mettre en place le IGS. Alors, on vous avoue qu'on n'a pas tout compris. Nous, ça nous a évoqué la thématique de l'expérience patient. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses en ce moment autour de cette thématique et notamment notre collègue, le docteur Grenouillet, travaille autour de cette thématique et pour faire le lien entre l'expérience patient et la survenue de l'événement indésirable. Donc, voilà. Dans les prochains mois, je pense qu'il y aura davantage de publications sur le sujet. En tout cas, c'est une thématique bien entendu qui nous tient à cœur. Il y a déjà des actions au sein du CK qui sont mises en œuvre autour de cette thématique, mais c'est vrai que si on prend plus spécifiquement événements indésirables graves associés aux soins, expérience patient, voilà, il y a tout un travail qui est en cours de construction et on vous en parlera prochainement, hein, ça c'est certain, bien sûr. Comment intégrer dans cette démarche de déclaration les partenaires libéraux du territoire qui assurent les soins à domicile? Je te laisse peut-être répondre, Muriel. Alors, il me semble que, si je comprends bien la question, oui, il est très important dans le cadre de ces déclarations qui, à mon avis, impliquent très souvent les médecins généralistes, les médecins traitants. Très souvent, lorsqu'on analyse des événements indésirables graves, on regrette justement qu'il n'ait pas été contacté. On aimerait bien savoir qu'est-ce qui s'est passé avant et on regrette profondément qu'il ne soit pas intégré dans cette analyse. Donc oui et encore oui, il me semble qu'il faut absolument les informer, il faut les solliciter pour rédiger les signalements, c'est-à-dire leur dire voilà, qu'il y a eu un signalement, il faut qu'ils soient tenus au courant et qu'ils participent aux réunions d'AAC. Ils sont bien entendu ils doivent être invités et donc ça se fait pas encore assez souvent, c'est pas ancré dans les habitudes, c'est quelque chose qu'on doit nous aussi, on doit, comment dirais-je, le rappeler, inviter les correspondants qui nous sollicitent à inviter les médecins généralistes, les libéraux, enfin voilà, tous ceux qui ont participé au parcours du patient ou du résident et bien sûr le rôle des médecins généralistes, il est fondamental dans le parcours patient. Donc oui, les invités. Et oui, encore plus qu'avant, beaucoup plus qu'avant. Et moi, je voudrais rajouter que de la même manière, alors Marie qui n'est pas là, mais le docteur Grenouillet est intervenu et continue d'intervenir auprès de professionnels libéraux pour justement poursuivre cette acculturation, leur expliquer à quoi ça sert de signaler, qu'est-ce qu'on doit signaler et comment, qu'est-ce qu'on fait de ces signalements. Donc exactement ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Mais voilà, il y a eu un certain nombre d'interventions auprès de professionnels libéraux en 2022 et l'idée c'est de poursuivre ces interventions au plus près du terrain, j'ai envie de dire, en 2023. Mais moi j'ai envie de rajouter que on vit actuellement une période complexe au niveau de la prise en charge des patients, une situation dans les établissements de santé dans les établissements médico-sociaux qui sont vraiment des situations de crise chronique. Il me semble qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, la coordination entre la communication, la collaboration entre les différents partenaires, elle est fondamentale. Donc oui, il faut essayer de travailler encore plus, et d'autant plus dans un environnement contraint tel qu'il est actuellement, il faut se parler. Et les gens qui réussissent, ce sont les gens qui se parlent et qui se coordonnent et qui envisagent des parcours, des filières, etc. Donc ça, c'est très important, encore plus qu'avant. C'est comme ça qu'on avance, en fait. Voilà. Alors, je prends le relais parce qu'on a eu des questions. Donc, merci beaucoup qui sont arrivées via l'onglet questions du webinaire. Alors, faut-il être adhérent au CK pour faire appel à la mission EIGS? Non. Non. Vous pouvez tous, adhérents ou non, nous solliciter pour vous accompagner, pour être à vos côtés, à la fois, encore une fois, pour un conseil, si vous avez besoin d'aide pour qualifier l'événement, ou pour vous accompagner pour une analyse. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Autre question, existe-t-il un arbre de décision pour déterminer si les événements indésirables sont des EIAS graves ou non?
Alors, il n'y a pas d'arbre de décision au sens strict, mais on va vous renvoyer simplement, encore une fois, aux définitions qui sont quand même assez précises. Le guide de HAS4app également peut vraiment vous aider. Il est peut-être un petit peu plus complet que la définition du décret. Mais avec tous ces éléments, normalement, vous devriez arriver à qualifier. Et si vous avez encore une fois le moindre doute, n'hésitez pas à nous contacter. Mail ou téléphone, on est à votre disposition pour vous aider. Une autre question, est-ce que la mission EIGS est sollicitable pour un accompagnement à une analyse approfondie de cause sur un événement, par exemple, de type agression dans un service d'urgence, dont les conséquences ne collent pas vraiment à la définition d'un EIGS, mais permettrait d'agir en termes de libération de la parole via un tiers dans un contexte émotionnel et de tension très fort. Oh, alors, la personne termine en disant, a priori, au vu de votre présentation, je suis convaincue d'une plus-value, mais dans l'attente de votre avis. Non, mais c'est intéressant hein, parce que, bah oui, parce que effectivement, on est sollicité pour ce genre de choses hein, et voilà. Et donc, voilà. Appelez-nous parce que je dirais qu'on ne peut pas vous donner spontanément de réponse, voilà, oui, non, enfin voilà. Toutes les situations sont quand même des cas particuliers, donc à défaut de pouvoir peut-être venir au cours de l'analyse, on pourra peut-être vous prodiguer des conseils, vous donner des noms de professionnels qui nous sembleraient peut-être plus adaptés pour vous accompagner, ou alors au contraire, nous, on vous dire oui, pas de souci. Oui. Alors, je pense que voilà. Oui, si je peux me permettre, donc nous, on n'est pas des psychologues et on n'est pas des médecins psychiatres et on ne fait pas de l'accompagnement psychologique. Par contre, on vous accompagne évidemment et on est sollicité dans ce genre de situation. On l'a déjà été dans le cadre d'un accompagnement et surtout c'est comme ça qu'on nous a qualifié, d'une aide à la méthodologie, à la réflexion. Mais en fait, l'idée, c'est surtout, et encore une fois, de refaire un petit peu le point sur les actions correctives et il me semble que oui, lorsqu'on voit une équipe qui est souvent, hein, tout le temps d'ailleurs, ce qu'on appelle une deuxième victime, hein, les professionnels sont des deuxièmes victimes à la suite d'un événement indésirable grave associé aux soins, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps impactés, j'ai presque envie de dire traumatisés souvent, et donc le fait de reparler de l'événement, mais surtout de penser à l'avenir, hein, c'est-à-dire aux actions qui vont être mises en place, aux actions d'amélioration qui vont être mises en place de manière à ce que cet événement ne se reproduise plus, eh bien oui, c'est profondément constructif, c'est profondément, je trouve pas le mot, ça a une fonction de, ça aide quoi, tout simplement, et c'est constructif. Voilà. Ça permet de prendre du recul et d'avancer. Donc, ça a aussi une fonction très positive. Donc, oui, on peut être amené, on a été amené à faire ce genre de choses, mais encore une fois, on ne confond pas, hein, on n'est pas des psychologues. Par contre, oui, j'ai la prétention de penser que c'est constructif et que c'est positif. Voilà, d'autres questions? Non, mais je pense qu'on a fait le tour des questions. On arrive presque au terme de ce webinaire. On voulait terminer juste avec deux petites diapos. Je suis désolée pour le défilé des diapositives, mais voilà. Déjà, vous rappeler effectivement que vous avez à votre disposition le site internet du CECA qui vous prodigue plein d'informations. Et donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Et sur le site du CECA, bien entendu, vous allez trouver une page spécifique pour ce qui concerne la mission EIGS. Alors, bien entendu, déjà, vous retrouverez nos noms, nos coordonnées, comment nous joindre, etc. Mais il y a également plein d'autres informations, les fameuses fiches REX et réflexes dont on a parlé tout à l'heure, des informations, des actualités relatives à différentes campagnes ou actions qu'on peut être amené à promouvoir, voilà, en lien avec les événements indésirables graves associés aux soins. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à consulter le site pour collecter toutes ces informations. Oui, ce qu'on a
Muriel me fait des petits signes parce qu'il y a une chose très importante qu'on n'a pas pensé à vous dire, mais qui figure ici, c'est qu'en fait, on peut être accompagné, là on rebondit effectivement sur le sujet qui vient d'être un peu difficile, qui vient d'être abordé juste avant, c'est qu'on peut être accompagné d'un certain nombre, on a un réseau de cliniciens autour de nous, et que pour certaines thématiques très spécifiques, effectivement, on va les solliciter pour vous amener un soutien vraiment, une expertise, voilà, une expertise en lien avec l'activité, la spécialité, voilà, pour laquelle on estime qu'on n'est pas suffisamment compétente. On amène la méthodologie, mais il y a besoin de plus. Donc voilà, on est entouré de ce réseau de cliniciens et elle a raison de m'y faire penser. C'était important de vous en faire part. Donc psychiatre, gynécologue obstétricien et aussi les autres et puis les structures d'appui aussi, hein, en fait, accompagnées par l'urgentiste, l'homédite, la périnate, l'ORU, le CEPIAS, voilà, également. Donc, on travaille ensemble, en fait. Voilà. Là aussi, ça rejoint une des premières diapos qu'on vous a présentées avec l'architecture et plein de partenariats. Donc là, clairement, ça s'illustre à travers ces derniers propos. Et puis, j'en termine, et on sera presque à l'heure, par les prochains webinaires qui sont proposés par le CK. Donc, on vous a mis les 2 prochaines dates. À savoir celle du 7 mars, donc, où la thématique abordée sera celle des EIGS et des effets indésirables des médicaments en santé mentale. Donc là, c'est Muriel qui interviendra à nouveau en lien avec les experts psychiatres. Voilà, donc le mardi 7 mars et le suivant, le 24 mars, qui concernera la promotion de la semaine QVT qui sera à venir au mois de juin. Et donc, vous pouvez retrouver là aussi sur le site du CK à la fois l'intégralité des dates et des thématiques qui vont être abordées au cours des webinaires du CK en 2023 et évidemment aussi notre catalogue de formation. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Oui, alors, et un point très important qui m'est précisé par notre secrétaire qui nous fait l'assistance technique aujourd'hui, et donc on la remercie, c'est que ce webinaire, a été enregistré et que le replay, ça sera très prochainement disponible sur le site du CK. Donc, si vous n'avez pu assister à l'intégralité, si vous souhaitez promouvoir ce webinaire, n'hésitez pas, le replay sera très prochainement sur le site du CK et notre chaîne YouTube, évidemment. Donc, il y a une vingtaine de webinaires prévus et donc deux autres qui concerneront la mission IGS, hein, au mois de juin et au mois de novembre ou d'octobre ou novembre. Voilà. On parle encore des EIGS. Merci encore une fois à tous pour avoir suivi ce webinaire. Merci à nos intervenantes, hein, Madame Le Marchal et le docteur Delande, qui nous ont fait le plaisir de rester jusqu'au bout avec nous. Merci encore pour votre présence. Merci à tous et à très bientôt. À très bientôt. Tu vas pas nous le remettre.